Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. J'imagine que dans son atelier de travail, il y a peut-être des truelles, des pelles, des pioches, peut-être un lasso et puis un chapeau de cow-boy ou autre. Et puis finalement, quand je rentre dans la maison, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas tout ça. Pourtant, il fait un travail qui pourrait demander des pelles, des pioches et tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les cartes et les satellites et les photos satellites. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? C'est Jonathan qui va nous dire quel est son métier et à quoi ça consiste. Alors bonjour, c'est Jonathan Guillaume et en fait aujourd'hui je suis archéogéographe. Donc archéogéographe, comme tu le disais, on pense souvent à l'archéologie directement, mais en fait ce que je fais finalement, même si j'interviens dans le domaine de l'archéologie, c'est assez différent, même complètement différent. On pourrait dire que c'est une discipline à part entière, puisqu'en fait le principe de l'archéologie c'est justement la fouille stratigraphique. C'est vraiment ce qui donne un petit peu c'est un petit peu l'épine dorsale en fait de la discipline qu'est l'archéologie. Et donc l'approche stratigraphique, c'est-à-dire quand on fouille, on descend au fur et à mesure dans le sol. Et en fait, on va avoir, c'est ce qui va nous permettre de faire différentes phases et d'avoir différentes chronologies dans ce qu'on fouille. C'est le même principe que pour la géologie. Et nous, ce qu'on va faire en archéogéographie, c'est justement pas forcément s'intéresser à ce qu'il y a dans le sol, mais à ce qu'il y a plutôt à la surface du sol. C'est-à-dire notamment aux formes du paysage et en particulier le paysage en plan, les formes planimétriques du paysage. Alors moi je suis venu à l'archéogéographie un petit peu par des chemins détournés, puisqu'en fait j'ai repris mes études un peu à l'aune du confinement. Comme beaucoup de gens, ça a été un peu un temps entre parenthèses. Et moi à l'époque en fait j'étais intermittent du spectacle, je programmais des concerts. En fait j'avais fait pendant plusieurs années, j'avais tenu un café-concert dans la ville où j'habite, à Châteaubriand. Et puis ça m'avait permis d'aller dans ce domaine-là, donc programmateur de concerts. Et en fait, avec le confinement, j'ai eu du temps et je me suis notamment intéressé au plan cadastraux. En fait, je voulais un petit peu refaire parce que j'avais eu une licence d'histoire de l'art et d'archéologie, et je voulais un petit peu me réintéresser au domaine et notamment questionner quel était le patrimoine local et tout quoi. Voilà. Et donc je me suis intéressé au plan cadastraux ancien et du 19e siècle, qu'on dit souvent cadastre napoléonien. Et en fait, dans ce plan-là, en fait, ce qu'on observe, c'est un paysage planimétrique, mais qui précède un petit peu les grandes transformations qu'on va avoir avec la mécanisation agricole et les choses comme ça. Et donc c'est un paysage qui a encore les empreintes des siècles passés, voire du Moyen Âge, et qui permet, du coup, quand on sait l'interpréter, quand on sait en fait chercher dans ce cadastre, qui permet notamment de retrouver des sites archéologiques. Et donc je me suis dit tiens, c'est vachement intéressant, je trouve plein de sites près de chez moi, et j'ai envoyé ça à un prof d'université à Rennes en lui demandant est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour un sujet de maîtrise, de mémoire quoi. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai appris mes études. Et de fil en aiguille, j'ai fait mon master donc en archéologie, et j'ai rencontré notamment, j'ai eu comme tutrice, comme directrice de recherche Magali Watteau, qui est une des rares archéogéographes en France et qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier quoi. À t'écouter, moi j'imagine mal qu'on puisse voir l'histoire des siècles passés rien qu'en regardant des photos et des cartes. Alors explique-moi un petit peu comment tu trouves les sites archéologiques et puis l'histoire du passé à travers ces photos. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai repris mes études, moi ce qui me questionnait, c'est quand je me baladais autour de chez moi, c'est de voir le nom de certains hameaux et aussi des fois l'orientation ou la forme de certaines haies qui me posaient question, et je me disais tiens, il y a des choses en fait qui sont indiquées mais qu'on peut pas comprendre. Et en fait, c'est exactement ça qu'on fait en archéogéographie, c'est-à-dire c'est un petit peu redécouvrir l'histoire en fait qui tient dans nos paysages, l'histoire en fait que convoquent certains de nos paysages, puisqu'en fait donc pour faire le parallèle avec l'archéologie, évidemment,
quand on habite un site, quand on habite là on habite, on produit en fait des artefacts, on produit des choses qui ensuite vont servir aux archéologues, vont pouvoir être retrouvés sur place. Un artefact, c'est un petit bout par exemple de céramique, voilà, un outil spécifique ou des choses comme ça. Tous ces éléments en fait qui permettent de se faire une idée des sociétés du passé pour les archéologues. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le paysage, en réalité, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un aménagement en fait qui est lié aux sociétés humaines. En réalité, ce qu'on remarque avec le paysage, c'est que il n'y a pas vraiment en fait de différence entre ce qui serait la nature et la culture. En fait, il n'y a pas de séparation réelle. En réalité, tout ce qui nous entoure, rien n'est complètement naturel et rien n'est complètement artificiel. En réalité, il y a une relation perpétuelle depuis en fait que notamment l'homme est agriculteur entre son milieu, l'espace qu'il occupe et la société qu'il fait en fait en réalité. Et donc quand on étudie le paysage, c'est toute cette dimension-là qu'on essaye de retrouver. Moi, quand j'ai présenté du coup mon mémoire de master, en fait, j'ai fait un parallèle. Moi, j'étais un très grand fan de bande dessinée. Et moi, en fait, les images et tout, avec l'association des mots et tout, ça me parlait, la mise en récit un petit peu comme ça me parlait beaucoup. Et en réalité, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne la bande dessinée, mais aussi les plans cadastraux, on se rend compte que les formes d'une parcelle ou les formes d'une case dans une bande dessinée, en fait, elles sont porteuses d'un message, elles sont porteuses de quelque chose de signifiant qui va porter un récit. Et en réalité aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces petites parcelles qui composaient le territoire auparavant, elles sont aussi un micro-toponyme, c'est-à-dire elles ont aussi un nom. Et en fait, quand on associe cette forme de parcelle et un nom, en réalité, il y a plein de messages à l'intérieur, il y a plein d'informations à l'intérieur. Et quand on commence à décrypter, en fait, à lire une carte, à lire toutes ces informations-là, que ce soit par photo ou par cartographie, on se rend compte en fait qu'on est en train de produire du récit et produire le récit du paysage. Et en réalité, ça c'est quelque chose, j'avais l'impression qui m'échappait complètement. Et donc l'archéogéographie, ça m'a permis vraiment de comprendre ces choses-là. Alors un exemple en fait très concret, par exemple, c'est quand vous allez voir certaines haies qui vont traverser, sur plusieurs centaines de mètres le paysage ou des choses comme ça. Et ben très souvent, on va pouvoir remarquer que c'est un ancien chemin. Sur le cadastre, il y a 200 ans, c'était un ancien chemin. Et puis si on associe aussi plein d'autres informations dans notre système d'information géographique, on va se rendre compte que cet ancien chemin, en réalité, il mène par exemple à un site archéologique qui a été photo-interprété, c'est-à-dire que, par exemple, on fait beaucoup ça aussi, on regarde les images satellitaires, les images aériennes, et on se rend compte que par la présence de certains fossés ou des choses comme ça, il va y avoir des différences de couleurs en fait dans la végétation qui vont nous permettre, par exemple, de voir qu'une villa antique est dessinée en fait sous le parcellaire. Et donc de voir cette grande haie qui file par exemple entre deux sites antiques, on va se rendre compte en fait cette haie qu'on voit aujourd'hui, c'est un héritage de ce chemin, de cette voie qui passait à cet endroit-là. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en fait vraiment vraiment partout quoi. Autre exemple, par exemple, moi j'ai beaucoup étudié notamment ce qu'on appelle les habitats fossoyés médiévaux. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge central, quand il y a la féodalité qui se met en place autour de l'an 1000, on a plein de petits seigneurs qui vont notamment coloniser beaucoup de petits cours d'eau et qui vont faire des mottes. Etc. C'est-à-dire qu'ils vont construire une petite tour en bois au-dessus d'une motte qui est plus ou moins défensive. Et ça, par exemple, c'est des choses en fait qu'on va retrouver dans notre paysage. Par exemple, ne serait-ce que par la présence du toponyme La Motte avec un anthroponyme à côté, avec le nom d'une personne à côté, par exemple, c'est des choses qui sont très indicatrices. Et quand on réunit toutes ces informations, en fait, on se rend compte que notre paysage vraiment, en fait, dessine vraiment une histoire, quoi. On a un avant-goût très très précis de ce qu'est l'archéogéographie et puis quels sont les intérêts qu'on peut y trouver avec les exemples que tu nous as donnés. Et je te remercie pour cette première émission et la semaine prochaine on va te retrouver pour encore fouiller comme tu fais tout le temps un peu plus loin dans ton métier et dans la passion que tu y mets. À la semaine prochaine.